expertise, c'est la finance et non pas l'automobile. Donc dans cette vidéo, on va aller en profondeur sur le sujet des finances personnelles et je vais t'expliquer comment j'ai pu m'acheter cette Ferrari pour seulement 18 974 € et un coût récurrent de seulement 1 155 € par an. Alors, première mise en contexte, j'ai acheté cette voiture pour la laisser en Europe. Et si ça fait un moment que tu me suis, tu devrais savoir que je n'habite pas en Europe toute l'année. J'habite au Panama et j'ai mes voitures au Panama. Donc évidemment, pour acheter un véhicule, pour le conduire seulement un mois par an et le laisser le reste du temps, tu peux imaginer que je voulais pas que ça soit un véhicule qui me coûte trop cher. D'où la raison pour laquelle j'ai acheté ce véhicule précis. Donc commençons avec la première partie, qui est le fait de choisir un véhicule qui ne perd pas de valeur et qui au contraire pourrait potentiellement en prendre. Alors, lorsqu'il s'agit d'investir dans un véhicule automobile, la règle d'or, c'est d'acheter une voiture qui a le potentiel de devenir un futur classique. Donc malheureusement, si on parle de modèles très courants, très répandus, de manière générale avec un ticket d'entrée assez bas, ce genre de modèles sont des modèles qui vont décoter et qui pour la plupart ne deviendront pas de futurs classiques. Donc de bons candidats pour un investissement automobile sont généralement des marques avec une certaine histoire, un certain prestige. Je pense notamment à Porsche, je pense à Ferrari, je pense à Lamborghini. Donc maintenant, la raison pour laquelle j'ai décidé d'acheter ce modèle spécifique chez Ferrari, qui est donc la Ferrari FF, c'est que cette Ferrari est une des Ferrari qui a subi la plus grosse décote chez Ferrari, pour la simple et bonne raison que c'est une 4 places, 4 roues motrices, qui était réellement un chamboulement pour Ferrari, qui a tendance à faire des véhicules propulsion et 2 places. Donc ce véhicule qui a été annoncé et produit pour la première fois en 2011 a d'abord été vendu à plus de 300 000 € et une décote de plus de 50% lui a tapé sur la gueule dans les années qui ont suivi. Mais aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, on voit la valeur de ce véhicule avec un des derniers V12 Atmo légendaires de Ferrari se stabiliser et commencer à augmenter de valeur année après année. Sinon, en raison personnelle, la raison pour laquelle j'ai aussi acheté ce modèle précis, c'est qu'il me fallait de la place parce que comme je t'ai expliqué, c'est une voiture que je vais donc utiliser en venant en voyage et donc avoir une voiture 2 places sans coffre n'était malheureusement pas une option. Maintenant, des véhicules qui ont initialement subi une décote, puis ont fini par se stabiliser, puis augmenter de la valeur. Il y en a évidemment beaucoup dans les voitures de prestige. Et aujourd'hui, ce n'est pas anodin de voir des véhicules qui sont à la revente plus chers qu'ils ne sont neufs. Un petit peu comme la situation des montres. Si d'ailleurs l'investissement dans les montres, c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à aller checker cette vidéo où je rétablis un petit peu la vérité sur l'investissement dans les montres qui, pour moi, n'est pas forcément un moyen de faire de l'argent, plutôt de préserver de la valeur. Maintenant, pour t'illustrer tout ça avec des exemples concrets et des chiffres, regardons des modèles spécifiques comme la Ferrari 458 spéciale pour un prix de lancement donc en 2013 à 300 000 € et qui aujourd'hui se revend entre 400 et 500 000 €. On a aussi la Porsche Carrera GT, comme je te disais, modèle légendaire qui a été annoncé en 2004 à 448 000 € et qui aujourd'hui vaut entre 1 million et 1,5 million d'euros. On a aussi la 911 GT3 RS 997 lancée en 2007 à 140 000 € qui aujourd'hui se revend entre 250 000 et 300 000 €. On a aussi Lamborghini Murcielago qui était sorti à 450 000, aujourd'hui c'est 600, c'est 700 000. On a énormément de modèles et là je te parle évidemment de modèles chers pour que les prix soient parlants et je pense que tu comprends l'idée. Alors si on étudie maintenant la courbe de décote d'un véhicule normal, disons, on devrait voir quelque chose assez similaire à ça. C'est-à-dire qu'on a l'annonce du véhicule et généralement dans les 3 premières années le véhicule perd 50% de sa valeur. Donc on va avoir cette décote initiale qui est très agressive qui va finir par se lisser mais continue à baisser, 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 baisser et c'est des voitures qui deviennent finalement obsolètes et qui à la fin ne valent finalement plus rien. Et maintenant à l'inverse, si on va étudier une courbe de décote d'un véhicule de prestige, on va voir quelque chose qui est clairement différent. C'est-à-dire que comme un véhicule normal, on va voir une décote initiale sauf qu'on va rapidement voir le prix se stabiliser puis prendre de la valeur. Donc cette courbe va plutôt ressembler à quelque chose comme ça. Et donc l'objectif dans un investissement automobile va être de pouvoir acheter ce genre de véhicule après la décote initiale au moment de la stabilisation du prix pour pouvoir profiter d'une augmentation potentielle du prix futur, donc pouvoir acheter le véhicule vers ces eaux-là. Là après évidemment je fais une généralité, c'est-à-dire que sur certains modèles réellement exclusifs mais qui vont seulement être offerts à de gros clients de certaines marques, il va être plus intéressant d'acheter les véhicules à leur sortie qui vont commencer à coter dès la sortie d'un garage. Là je te parle de manière générale une voiture lambda et de manière générale un véhicule de prestige, un véhicule d'exception. Donc là déjà je pense que tu comprends que l'achat de cette Ferrari n'est pas juste un plaisir personnel mais fait aussi partie de ma planification et de ma stratégie financière pour pouvoir dépenser le moins possible dans ce véhicule parce que la dépense la plus importante dans un véhicule de manière générale c'est pas forcément l'entretien, les réparations et tout ce qui vient avec, non, c'est plutôt la décote de celui-ci. Donc si on peut éviter la décote, voire même avoir une plus-value sur ce véhicule, on commence déjà sur de bonnes bases. Maintenant venons-en à l'achat du véhicule
en lui-même. Donc pour acheter un véhicule, tu vas avoir plusieurs options pour le faire. Tu vas pouvoir l'acheter sous forme de LOA, donc location avec option d'achat. Tu peux aussi faire un leasing, mais dans ce cas, tu ne vas pas forcément être propriétaire du véhicule. Et location avec option d'achat aussi, tu ne vas pas être propriétaire du véhicule, à moins qu'à la fin du contrat, tu décides de racheter ce véhicule. Il va y avoir des conditions au niveau kilométrage. Mais donc, tu peux imaginer que si ton objectif, c'est d'acheter un véhicule qui prend potentiellement de la valeur pour essayer d'éviter cette décote, le LOA et le leasing n'est peut-être pas la meilleure solution parce que tu veux être propriétaire de ce véhicule, propriétaire de ce asset. Donc, ce qui te donne deux autres options, qui est donc l'acheter à crédit avec un financement ou l'acheter comptant, l'acheter cash. Donc, je t'aurais fait cette vidéo en 2018, ou en 2017, en 2016, en 2015, peu importe. Je t'aurais dit que faire un crédit et financer ce genre de véhicule serait le choix le plus judicieux parce que les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. Donc, c'est-à-dire le prix de l'argent est très bas. Donc, c'est très intéressant de pouvoir emprunter et utiliser l'argent de la banque pour acheter un tel véhicule. Maintenant, aujourd'hui, après une inflation très importante qu'on a pu voir dans les différentes économies, qui a donc mené les banques centrales à rehausser les taux d'intérêt de manière agressive, je me retrouverai avec des taux d'intérêt sur cette dette qui seraient très importants. On parle de minimum 7%. Donc aller payer quelqu'un d'autre 7% de l'argent que cette personne me prête n'est clairement pas quelque chose que j'ai envie de faire parce que l'argent, je l'ai moi-même. Évidemment, si j'ai décidé d'acheter ce véhicule, c'est que je pouvais largement me permettre de l'acheter. Donc aujourd'hui, en 2024, pour acheter ce genre de véhicule, c'est pour moi bien plus rentable de l'acheter à prix comptant, donc en cash, plutôt que d'aller faire un crédit que je vais devoir rembourser avec des intérêts et donc enrichir le propriétaire de la dette. Donc tu as compris qu'en 2024, le coût de la dette est trop élevé et que donc acheter en cash à prix comptant, c'est plus intéressant. Sauf si cela réduisait trop mes niveaux de liquidité personnelle et que donc je n'étais plus confortable et j'avais plus assez de cash disponible en faisant cet achat. Maintenant, quelque chose que beaucoup de personnes ignorent, c'est que le fait d'acheter quelque chose avec ses propres liquidités, donc en cash, n'est pas complètement gratuit. Ça implique un coût. Ce coût, c'est pas le coût du crédit, donc les intérêts, mais c'est ce qu'on appelle un coût d'opportunité. C'est-à-dire que l'argent que je vais injecter dans ce véhicule, c'est de l'argent que je ne vais pas pouvoir injecter dans un autre véhicule d'investissement ou même garder en banque, en cash ou en équivalent de cash comme des obligations qui vont, elles, me générer des intérêts. Et sinon, ça, Elliot, ça vaut des ronds? Alors tu fais bien de demander, ça me mène à mon prochain point. Alors pour acheter ce véhicule, j'ai décidé de passer par un courtier automobile. La raison, c'est que j'étais à Panama, je voulais acheter ce véhicule pour mon arrivée en Europe, pour me faire des petites vacances ici. Donc j'allais pas utiliser mes vacances ici pour commencer à aller chercher à droite, à gauche, surtout que l'automobile n'est pas mon expertise. Donc mécaniquement, les services, les machins, les trucs, j'ai pas les connaissances pour faire un achat réfléchi, surtout sur ce type de véhicule. Donc je préférais déléguer ça à un professionnel. C'est donc pourquoi j'ai choisi AMS Exclusif, qui est donc un courtier automobile qui te permet tout simplement, tu l'appelles, tu lui dis exactement ce que tu veux. Donc moi je l'ai appelé, je lui ai dit je veux une Ferrari FF, voici la raison. Je la veux bordeaux, je veux un intérieur blanc ou beige et je veux le pack carbone avec les shift lights sur le volant. Et donc comme tu peux voir, il a très bien fait son travail parce qu'en moins de 2-3 semaines, il m'a trouvé une Ferrari FF avec l'intérieur blanc, le pack carbone. Originalement, cette voiture était grise et il l'a fait passer en bordeaux et il me l'a livrée à l'aéroport comme neuve au moment où j'ai atterri. C'est pas beau ça? Et puis en plus, en prime, évidemment, il m'a donc économisé énormément de temps et surtout économiser tellement de galères et de frais futurs parce que ce genre de véhicule peut parfois être un cauchemar de frais d'entretien par la suite si tu ne fais pas bien tes recherches et que tu n'as pas les bonnes informations avant d'acheter. Le travail de ce courtier automobile, ça va donc être de sourcer, trouver la voiture, acheter la voiture, faire l'assurance, il m'a fait la garantie, il m'a fait l'immatriculation, la carte grise, enfin littéralement, je n'ai eu rien à faire. La seule chose que j'ai fait, le seul temps que j'ai passé sur cette voiture, c'est retirer de l'argent de mes brokers, de mes comptes et envoyer cet argent, faire un virement. C'est littéralement 2 minutes 30, 3 minutes. Donc maintenant tu te dis que ce service, normalement ça coûte assez cher, donc d'un côté oui, mais de l'autre, son travail c'est aussi de négocier le prix de la voiture. Donc faisons maintenant ensemble les calculs. Donc cette Ferrari FF de 2012 qu'on a acheté avec 46 000 km et dans une condition absolument impeccable avec toutes les révisions, avec tout l'historique, littéralement parfait, d'origine France et qui a passé toute sa vie en France et qui n'a jamais été accidenté, il a réussi à me la négocier à 146 900 €. Maintenant on rajoute à ça sa commission pour l'achat du véhicule qui était à 5 141 €. Maintenant, en plus de ça, je t'ai dit que ce courtier automobile a pu livrer la voiture à l'aéroport de Nice quand j'ai pu atterrir. Et donc, ce transport a lui coûté 1 000 €. Maintenant, en plus de ça, il y a eu un changement de moyeu. Je ne vais pas rentrer dans les explications, je ne suis pas dans l'automobile, mais il m'a dit que c'était nécessaire. Donc, 6 344 €. Puis, il y a eu les personnalisations. Donc, j'ai voulu faire un covering sur la voiture pour qu'elle soit bordeaux. On a fait un covering complet avec l'intérieur des portes. La couleur est juste folle, j'adore. On a aussi fait teinter les vitres.
On a aussi fait repeindre la grille avant. On a fait changer les cuirs du volant et d'autres détails que je ne saurais même pas te dire. Ah si, le petit merci Euroyen sur la plaque arrière. D'ailleurs, si tu veux une analyse de trade de A à Z sur Euroyen, je t'invite à aller checker cette vidéo juste ici. Mais donc le total pour toutes ces personnalisations, customisations a été de 9 930 €, avec évidemment la majorité du prix qui vient du covering qui était à 7 500, 7 800, quelque chose comme ça. Et finalement le dernier frais avec l'achat de cette voiture a été l'immatriculation, donc la carte grise, qui m'a coûté seulement 1 700 € parce que c'est un véhicule qui a plus de 10 ans, donc je n'ai pas dû à payer l'écotaxe. Donc 146 900 plus 5141, plus 1000, plus 6344, plus 9930, plus 1700, nous fait un prix d'achat total à 171 005 €. Donc ça, c'est le prix total que ce véhicule m'a coûté, sans parler des frais annuels qu'on va regarder juste après. Maintenant, si je devais revendre ce véhicule aujourd'hui, je pourrais le revendre dans les 160 000 €, donc évidemment moins cher que ce qu'il m'a coûté parce que tous les frais de personnalisation, etc., c'est de l'argent brûlé qui me faisait juste plaisir. Mais donc la réelle dépense n'est pas réellement de 170 000 parce que les 160 000 sont là. La valeur, elle est juste ici. Ça veut dire que j'ai juste transféré de l'argent en liquide en argent automobile. Cependant, on a bien 11 005 € qui là est de l'argent brûlé de dépenses. Sauf qu'il y a un autre coût, et ça c'est sans compter les frais annuels qu'on va aussi regarder, mais cet autre coût, c'est le coût d'opportunité. Donc si on va regarder le coût d'opportunité d'avoir dépensé 171 000 € dans ce véhicule, si on prend par exemple le fait que, de manière générale, mes comptes cash sont en moyenne à travailler avec les taux d'intérêt américains, donc à 5,5%, ce qui fait que ne pas avoir ces 171 000 € en banque et plutôt les avoir bloqués dans ce véhicule me coûte en coût d'opportunité un total de 8 550 € par an. Ce qui fait que je gagne 712 € par mois en moins parce que j'ai décidé d'acheter ce véhicule. Et là, je te parle juste d'un coût d'opportunité si j'avais mon argent en cash. Maintenant, si cet argent était investi et qu'on fait une moyenne réellement basse à 12% par an de rendement de cet investissement, bah, le coût d'opportunité de cette voiture de 171 000 € par an, avec un manque à gagner de 12%, me fait un coût d'opportunité total de 20 520 € par an. Ce qui voudrait dire que donc cette voiture me coûte réellement 1 710 € de coût d'opportunité par mois. Maintenant, venons-en aux frais annuels. Avoir un V12 italien, de manière générale, bah, ça coûte des rangs. Alors justement, mon objectif, c'était de ne pas avoir un gouffre financier derrière moi et d'avoir des additions surprises tous les 3 mois avec des remplacements de ci, de ça, de ci, de ça. Donc, le courtier automobile a fait en sorte que cette voiture soit garantie par Ferrari, ce qu'on appelle le Ferrari Power. Et donc, cette garantie me coûte un total de 6 000 € par an pour que, s'il y a un problème avec la voiture, c'est pris en charge par Ferrari et j'ai pas des additions à 30 000 €. Donc ça, c'est le premier frais annuel. Le deuxième frais, comme je te l'ai dit, le coût d'opportunité, avec, on va prendre pour exemple 5,5%, ce qui me fait donc 8 550 € par an que je ne gagne pas parce que j'ai décidé d'acheter ça. Ensuite, on a l'assurance. Alors l'assurance, je m'en sors pour 2 000 € par an. Alors certains vont penser que c'est peu cher. La raison, c'est parce que évidemment, je vais peu la rouler cette voiture, donc j'ai pu assurer le véhicule pour moins de 7 000 ou 5 000 km par an. D'où le prix. Donc 2 000 € d'assurance par an. Ensuite, on a le parking. Évidemment, quand je ne suis pas là, je ne vais pas la laisser sur le parking du Lidl. Je loue donc un parking intérieur, fermé à clé, où je peux laisser la voiture branchée à Monaco, qui me coûte un total de 2 400 € par an. Et maintenant, pour terminer, je allocate un total de 1 000 € par an en entretien et frais divers, on va dire. Impact sur le pare-brise, le ci, le ça, petite réparation, des petites choses, on va dire. Ce qui nous fait un frais annuel total sans coût d'opportunité à 11 400 € par an. Et si on rajoute le coût d'opportunité à seulement 5,5%, ça nous fait un coût total annuel de 19 950 € par an. Et ça, évidemment, c'est sans l'essence, parce que la consommation d'un V12, c'est un autre monde, hein. Je mets un plein presque tous les jours, et sans les amendes, parce que la vitesse, on la sent pas trop. Donc les amendes, tu les collectionnes, c'est pareil. Donc là, on a vu tous les coûts négatifs. Maintenant, étudions les bénéfices et l'argent que me fait gagner cette voiture. Donc, le premier point serait la plus-value potentielle. Je dis potentielle parce qu'on ne sait jamais, mais comme je t'ai expliqué avec la courbe de décote d'un véhicule de prestige, la décote de ce véhicule a déjà été faite et ce véhicule, dans les dernières années, a tendance à prendre de la valeur tous les ans. Et je suis assez confiant sur le fait que les derniers moteurs V12 Atmo vont continuer à attirer des passionnés et des collectionneurs. Donc, de par son historique récent, je pense qu'une plus-value de 4% par an est largement atteignable. Donc si on fait 4% de 160 000 €, ça nous fait une plus-value annuelle de 6 400 € par an de plus-value du véhicule.
Surtout que comme je t'ai dit, je vais lui mettre 2000, 3000 km par an. On a ensuite d'autres bénéfices auxquels on va pouvoir y attribuer un montant monétaire, mais ça va être plus discrétionnaire. Et un de ses avantages, c'est le networking et les contacts. Le fait d'avoir un véhicule comme ça va pouvoir te donner accès à des événements, à des groupes de personnes qui ont elles aussi des véhicules de prestige. Et on dit souvent, mais on est à un seul contact, à une seule connaissance, de complètement changer sa vie. Donc le côté networking et contact, si ce n'est ne serait-ce que juste en information, partage d'informations, je lui ai attribué un retour positif annuel de 5000 € par an. Donc disons un retour, encore une fois discrétionnaire, hein, mais de 5000 € par an de par le networking et les contacts. Et maintenant, le dernier bénéfice positif que peut m'apporter une voiture comme ça, c'est par rapport au personal brand et à l'attention. De manière générale, et ça j'ai pu clairement m'en rendre compte, quand je parle seulement de finances, seulement d'investissement, seulement de finances personnelles, de dettes, de banque centrale, de politique monétaire, ça n'intéresse pas tout le monde. Maintenant, si on met une voiture, déjà on arrive à choper l'attention des personnes. Et ils vont déjà avoir plus tendance à écouter le message qui vient avec. Donc cette attention qui est récupérée a aussi un retour monétaire. Encore une fois, un retour qu'on ne peut pas calculer directement, donc qui est discrétionnaire. Je pourrais peut-être te faire un retour dans 2 ans, dans 3 ans, sur combien cette voiture m'a réellement coûté ou m'a réellement fait gagner. Mais ce retour discrétionnaire annuel, pour moi, en termes d'image personnelle, de personal brand, serait pour moi de 7000 € par an. Encore une fois, si on le calcule en mensuel, c'est pas énorme, mais ce qui ferait un total de 7000 € par an que cette voiture me rapporterait. Ce qui fait donc des bénéfices totaux de 18 400 € par an. Et ça, évidemment, c'est sans compter les bénéfices de plaisir personnel et le fait que ça me motive aussi. Et je peux avoir un style de vie qui est extrêmement agréable quand je suis à Panama, quand je voyage, quand je suis en Europe. En tous les endroits où je suis content et j'ai ce que je veux. Donc faisons maintenant le calcul total du coût réel pour moi d'avoir acheté cette voiture. Donc comme je t'ai dit, les 160 000 €, ce n'est pas un coût, c'est un transfert de véhicule d'assets qui est passé du cash à une voiture. Donc ça, ce n'est pas un coût. Les coûts réels ont été le changement de moyeu, 6 344, le transport du véhicule, 1000 €, la personnalisation du véhicule, 9 930 € et l'immatriculation de 1700 €. Ce qui nous fait un total d'argent brûlé de 18 974 €. Maintenant, prenons en compte les frais annuels qui, comme je te l'ai expliqué, avec le coût d'opportunité à 5,5%, me fait un total de frais annuels de 19 950 € par an, moins les bénéfices que cette voiture devrait me ramener, qui, on a vu ensemble, sont de 18 400 € par an. Ce qui nous fait finalement un total de coût réel de 18 974 € d'argent brûlé, plus 1155 € par an. Donc maintenant, tu comprends mieux pourquoi acheter ce véhicule me revient à moins cher que d'acheter une nouvelle Mercedes Classe A. Je vais d'ailleurs te montrer l'impact de l'achat de ce véhicule sur mes finances personnelles. Donc ce que tu vois juste ici, c'est le dashboard principal de mes finances. Et comme tu peux voir ici, je vais avoir le total de ma fortune, le total de cash, le total d'investissement, le total de mes assets, donc assets physiques. Ça par exemple, c'est un asset physique. Je vais avoir l'évolution de ma fortune au fil des années. Je vais avoir mes income moyens, donc mes revenus moyens, mes dépenses moyennes, qui comme tu peux le voir sur les derniers 12 mois ont été de 37 585 $ par mois passif. Mon time freedom, donc c'est-à-dire ma santé financière, combien de temps est-ce que je peux vivre sans faire de revenus actifs, donc en finalement prendre ma retraite. Je vais avoir mes revenus, je vais avoir mes incomes, je vais avoir l'allocation de ma fortune, etc., etc. Mais donc, ce que tu vois juste ici, ce petit dip dans ma fortune, c'est le mois de l'achat de cette Ferrari FF. Et ce qui est marrant, c'est que tu te dis, ah bah alors du coup, le coût réel de cette Ferrari FF a causé cette baisse. Mais en fait, si on recontextualise, cette voiture, je l'ai achetée en avril 2024, pendant ce dip. Et ce dip que tu vois sur l'évolution de ma fortune ici n'est pas attribué à l'achat de cette Ferrari FF, parce que finalement l'achat, comme je t'ai dit, le coût réel était de 18 000 € et donc ne se verrait même pas sur ce graphique, surtout que évidemment j'ai pu avoir un revenu actif, surtout qui en avril a été important. Le dip que tu vois ici est à 95% attribué au fait que le marché des actions et le marché des cryptos ont-elles chuté, donc ce qui a fait baisser mon portefeuille. Et donc ce dip que tu vois, c'est en fait un dip d'investissement, parce que le dip d'achat de cette voiture est tellement insignifiant dans ma gestion de finances personnelles qu'il n'est finalement même pas visible. Mais c'est marrant de voir que c'est exactement le même mois où on a eu un dip des marchés. Le seul endroit où tu peux réellement voir l'achat de cette voiture, c'est sur mes réserves de cash. Donc là, je te les zoomé pour qu'on voit vraiment récemment. Et puis là, en effet, on peut voir qu'il y a une baisse de réserve de cash avec l'achat de ce véhicule, parce que la réserve de cash a baissé et les assets, eux, ont augmenté. Donc pour conclure cette vidéo, je veux que tu comprennes que j'ai fait cet achat dans un stade avancé dans mon parcours professionnel. Je prône toujours la gratification retardée, et ça fait des années que j'ai pas acheté quelque chose de réellement conséquent et de réellement wow, disons ça. Et j'ai toujours
toujours voulu privilégier l'injection de capital dans mes investissements plutôt que dans du kiff. Parce que comme je t'ai expliqué, cette voiture peut être vue en tant qu'un investissement et finalement si on fait réellement tous les frais et les coûts, c'est quand même quelque chose qui me coûte de l'argent. Je ne gagne pas de l'argent avec cet achat automobile. Alors que tu vas avoir des personnes qui, un petit peu similairement aux montres, vont te dire j'ai acheté ce véhicule parce qu'il prend de la valeur, donc je vais faire de l'argent. Non, ce véhicule, au bout du compte, est toujours une dépense pour moi, mais une dépense calculée et une dépense réfléchie. Et je veux que toutes tes dépenses et toute décision financière que tu prends soient calculées, traquées et intelligentes. Donc si toi aussi, ta priorité, c'est pas forcément d'avoir de belles voitures, même si vivre comme un roi pendant que tu développes une richesse générationnelle et que tu le fais de la bonne manière, c'est quelque chose avec lequel tu résonnes et qui t'intéresse. Et le monde de la finance, de l'économie, c'est aussi quelque chose qui t'intéresse. Je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne YouTube où je te parle de mon métier qui est donc le trading et je te parle de la finance, de l'économie, de l'investissement long terme, de la finance personnelle, enfin bref, tout ce qui tourne autour de la finance et de l'économie. Sur ce, je t'invite à aller checker toutes mes autres vidéos. C'était Elliot, je te souhaite une bonne fin de soirée ou de journée. Ciao ciao.